Absolument incroyable. Ça va être chaud après tout ça. Le niveau Alors, moi, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est... parce que là, voilà, on est tous un peu dégoûtés, on était tous convaincus qu'on allait avoir les chakras qui allaient se mettre à tourner en accordant nos instruments à 432. On découvre que non. Donc, et moi, je vais quand même essayer de vous transmettre que la musique, malgré tout, elle peut faire des choses assez jolies sur nous. Voilà, donc la présentation, elle était censée s'appeler Illusion et réenchantement. En fait, j'ai pas le temps pour les illusions, donc je vais juste essayer de vous réenchanter, si je peux. Alors, tout a commencé... Voilà. Il y a une étude qui a fait date. Alors voilà, moi, je vais plus m'intéresser au côté de ce que la musique provoque sur nous. Et il y a un truc qui a un peu bouleversé tout le monde, c'est quand on a découvert, donc en 2001, que la musique, elle venait solliciter des régions cérébrales. Donc, la Théo nous l'a expliqué, hein, la musique, il y a un traitement qui est très cognitif, qui se fait par les réseaux du langage, que ce soit à gauche ou à droite. Mais il y a aussi des régions qui sont sollicitées, qui sont extrêmement archaïques. C'est donc le système de la récompense. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est quelque chose, du coup, qu'on partage. C'est ce qui est activé quand on fait des bébés ou quand on mange. C'est quelque chose qui est censé nous faire plaisir, en fait, pour récompenser les comportements qui sont favorables à la survie. Et donc, ce qui a été montré donc en 2001, c'est que la musique est quand même, faut quand même se représenter, la musique c'est quand même quelque chose de très abstrait, quelque chose qui relève du langage, quelque chose qui finalement n'a aucune raison d'être récompensé par une décharge de dopamine quand on l'entend. Donc là c'est le frisson musical qui est en question en fait, c'est pas n'importe quand on écoute de la musique. Là ils ont pris des sujets qui venaient avec leur petite musique dont ils savaient qu'à un moment ça allait les faire kiffer, ils savaient qu'ils allaient éprouver ce frisson. Et on a vu que ce frisson était corrélé par une activation des régions de gratification et puis une inactivation des régions qui étaient plus susceptibles de nous faire éprouver des émotions désagréables. Et alors voilà, là c'est pourquoi, qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors, la récompense, elle agit en deux temps. Alors d'abord, donc je voulais pas vous mettre un chien Pavlov, je vous ai mis des chats. Là, ça c'est votre petit chaton, c'est quand il est tout naïf, il a encore... il sait pas ce que c'est qu'une boîte de thon. Pour la première fois, vous lui donnez une boîte de thon, vous ouvrez la boîte, là, vous voyez. Et puis il la mange pour la première fois, vous voyez, là c'est le neurone à dopamine qui décharge pile au moment où il goûte. Il y a un feu d'artifice qui se passe dans sa tête. Wow, putain, le thon, en fait c'est trop bon. Vous faites ça 2-3 fois. La troisième fois, le chat, quand vous ouvrez la boîte de thon, et ben, c'est par anticipation. Le chat, il dit ah, donc putain, il va se passer un truc. Comment? C'est l'éjaculateur précoce. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un lien entre les deux. Et ce qui se passe, c'est que la dopamine va décharger à ce moment-là, par anticipation, au moment où il entend le son, et finalement un peu moins au moment où il mange sa boîte de thon. Et alors là, c'est assez moche, c'est le moment où vous ouvrez la boîte de thon et finalement, vous ne lui donnez pas. Donc il va quand même kiffer. Il fait la gueule un peu. Donc il va y avoir quand même la décharge de dopamine, mais là, il va y avoir, vous voyez, il y a une petite déflexion. En fait, là, le chat, il est en manque, en fait. C'est encore pire que d'habitude. Pourquoi je vous parle de ça? Il y a un lien avec la musique. Il y a un lien avec la musique, regarde. Ça, donc c'est la même équipe que tout à l'heure. Ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que il y avait, voilà, le circuit de récompense, il s'activait en deux régions différentes, en deux temps différents. Et là, ça rejoint ce que nous expliquaient nos petits camarades tout à l'heure, c'est que est-ce que vous nous avez expliqué ça? Je me souviens. Si. C'est que, quand même... tu as une question, pardon. J'ai juste une question pour ceux qui ne sont pas spécialisés en neurobiologie. Ces graphiques, c'est quoi? Ah, pardon, j'ai dit c'est les décharges de dopamine des neurones. Ah, la dopamine, pardon, je l'ai pas précisé. Les graphiques, ça représente quoi? Et c'est des décharges de dopamine. Là, tu vois, le neurone à dopamine, il décharge là, quand il y a l'ouverture de la boîte de thon. C'est quoi, c'est temporel? C'est temporel. Ouais. Et là, il décharge plus, parce qu'il a envie de sa boîte de thon, mais il ne l'a pas. Ça décharge encore moins. Tu vois, c'est ça. Et en musique, c'est pareil, en fait. Ça décharge et puis ça décharge... Ah, voilà. Tout va jouer
Tout va jouer selon un langage qui est appris, hein, Théo nous l'a bien montré, c'est très culturel. La musique, le compositeur, il va complètement jouer avec nos attentes, nos espoirs, parce qu'on n'est pas des écouteurs passifs. Quand on écoute de la musique, on est toujours en train de faire des hypothèses, on entend un motif qu'on connaît un peu, on se dit oh là là, ça va, wow, ça remonte, je sens, ça va aboutir, ça va se résoudre sur la tonique, quoi, tu vois, ah, j'en peux plus, et puis, ah non, ça se résout pas, ça part ailleurs, enfin, tu vois, et ton compositeur, là, il va complètement te mener en moto avec cette décharge de dopamine, de la même manière que toi, tu peux jouer avec ton chat, et c'est la boîte de ton pain, mais ça va pas, ça. Ce que je voudrais vous transmettre, moi, vraiment, c'est qu'il y a un moment où tu te dis, c'est type, t'entends de la musique, tu kiffes et tout, et puis il y a un moment où tu dis, mais finalement ça va pas de soi en fait, que la musique ça te provoque la même chose qu'une boîte de thon chez ton chat. Non mais c'est vrai, tu vois, ça ne t'apporte rien la musique dans la vie, a priori. Parce que justement, donc ça, alors à partir du moment où ils ont découvert ça, les gens ils sont tous cassés la tête pour essayer de répondre à la question de mais pourquoi un comportement aussi élaboré que la musique va venir stimuler des régions aussi archaïques qu'on partage avec les poissons, hein, que ce réseau de la récompense. Alors du coup, alors voilà, non, je la fais celle-là ou pas? Ouais, si, alors ça vite fait, très vite fait, ça c'est le moment, ça c'est ton pic de plaisir quand tu as ton petit frisson musical, hein. Ce plaisir il est associé, ça c'est pareil, ça va pas forcément de soi, on a l'habitude d'entendre la musique, d'éprouver des émotions. Mais c'est pareil, c'est comme c'est pareil, ça va pas de soi que ça puisse provoquer des émotions en fait, la musique. Et là, ce qui a été montré par Valérie Sabinfour en 2009, c'est que au moment où les personnes rapportaient ce frisson musical, qui était par ailleurs mesuré, on mesurait de façon tout à fait corrélée, l'intensité du frisson était corrélée à l'intensité des émotions. Voilà, je vais pas vous faire du coup, Vlad, il vous l'a bien expliqué qu'il y aurait un ancêtre commun à la musique et au langage. Il y aurait pu... Alors voilà, ça c'est une explication pour dire pourquoi finalement la musique elle vient stimuler des trucs aussi anciens. Il y a une explication, ce serait que finalement autrefois on aurait communiqué avec une sorte de proto-langage qui aurait été fait plus de musicalité, d'émotion, qu'on perçoit encore aujourd'hui, hein, parce que si on parle, si je vous fais un ton colérique comme ça, mais je vous transmets pas le même message que si je vous parle comme ça, c'est-à-dire qu'au-delà des mots, ce paraverbal on l'utilise encore. Et ce proto-langage aurait évolué d'un côté vers le langage et de l'autre côté vers la musique. Et ça pourrait expliquer le fait que la musique nous fasse éprouver des émotions. J'ai oublié, non. Alors ça je vais passer parce que j'ai pas le temps. Si je vous le dis quand même, attends. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si, il y a quelque chose de joli, je vais pas vous le jouer, je voulais faire une expérience avec vous, mais je vais pas la faire, mais bon, ils l'ont fait, là au labo d'Emmanuel Guigan. En fait, alors voilà. On disait tout à l'heure, il y a quelque chose de très stable déjà, d'une part, chez un même individu. Si tu lui fais écouter une musique, tu lui dis est-ce que ça te fait éprouver plutôt de la tristesse, de la joie, de la colère, de l'apaisement, la personne, d'une semaine sur l'autre, elle va toujours éprouver la même chose, elle va évaluer l'émotion qu'elle perçoit dans la musique de la même manière. Et ça c'est pareil, je sais pas si vous captez ce truc que ça va pas de soi, vraiment pas quoi. Et le fait est que c'est stable d'une personne dans le temps, chez une personne dans le temps, mais aussi c'est très similaire d'une personne à une autre au sein d'une culture donnée. Et tout. Ah oui, alors quand même. Et alors ça, pour continuer sur cette question de pourquoi l'évolution aurait favorisé la conservation de ce comportement musical de l'humain, ça pourrait être une réponse aussi, c'est parce que ce que je voulais vous montrer en vous les jouant, c'était dire voilà, quand une musique écoutée collectivement nous fait éprouver à tous au même moment une même émotion, ça te met en phase quand même entre les individus, et c'est quelque chose, c'est pas rien. Dans une espèce comme la nôtre où voilà, tu nous mets tout seul dans la nature, on se fait croquer en fait. Et c'est ce qui a assuré notre succès évolutif, c'est quand même notre capacité à nous regrouper en société. Donc un comportement comme celui-là qui nous permet de nous rassembler, c'est favorable à notre survie. Alors là, ça va encore dans ce même sens. C'est une vidéo qui vous raconte, tu peux y aller s'il te plaît Damien. C'est Laura Cirelli qui a fait ça avec des enfants. Ils ont 14 mois.
Donc ça, c'est la maman qui vient mettre son bébé. During the first phase of the experiment, the infant... Elle vient mettre son bébé dans le petit sac là sur la... alors elle, c'est l'assistante de elle, c'est l'expérimentatrice. Elles ont la même musique, elles battent le rythme en même temps. D'accord? Avec le bébé devant. Ça, c'est la condition expérimentale. Ça, c'est la condition contrôle. Elles font un rythme différent, donc il y en a une qui va plus vite que l'autre. Voilà. Alors là, regardez ce qui se passe. In each trial, the experimenter would accidentally drop the object she needed to complete the task, and the infant was given 30 seconds to respond. We found that infants who had been bounced in synchrony with the experimenter were significantly more likely to assist with the dropped items and to help early in the trials, compared to infants who had been bounced out of synchrony with that person's movements. Donc cette expérience, je vais vous donner un exemple parmi d'autres, je ne vous les fais pas toutes, mais en gros, là, ce que ça montre, c'est que le bébé qui connaît ni l'expérimentatrice, ni la dame qui est derrière lui, le fait d'avoir, je ne sais pas si vous avez suivi la suite, en fait, c'est que la femme avec qui il s'est mis en phase, en dansant ensemble, en fait, au même rythme, à un moment, elle essaie d'accrocher son truc, elle perd sa pince à linge, et puis le bébé, dans ce qu'elle mesurait, c'est sa propension à venir l'aider de façon spontanée. Et ben on remarque que donc si le bébé s'est mis en phase avec la dame au préalable, ben, il est plus susceptible de l'aider. Voilà, donc ça, ben, ça va toujours dans le sens de cette même idée, quoi. Le fait que la musique puisse nous permettre de nous rendre plus coopérants les uns et plus aidants les uns avec les autres, ben, ça peut nous aider à traverser les âges, quoi. Mon bouton il marche pas, tu peux m'aider parce que je crois qu'à cause de la vidéo ça... Ouais, carrément. Alors voilà, donc la musique elle nous aide à nous mettre en phase, mais elle nous rend aussi plus intelligents. Oui, oui, oui. Alors cette idée-là, elle a commencé avec une étude en 93. Il y avait cette dame, Frances Rauscher, qui elle avait fait écouter du Mozart à des gens, elle avait mesuré leur QI avant et après, puis elle avait trouvé que en écoutant du Mozart, tu étais plus performant à ton test de QI. Donc ça a fait un gros buzz, tout le monde s'est mis à écouter du Mozart pour devenir intelligent. Bon, on s'est rendu compte un peu plus tard qu'en fait non, quoi. Si tu changeais un peu la condition contrôle, donc voilà, si tu fais écouter de la musique pour rien, tu obtiens un effet Mozart. Si tu fais écouter de la musique ou si tu fais écouter un livre, une histoire, t'as pas d'effet Mozart en fait. Donc ça, mais ce truc il tourne encore, hein, donc méfiez-vous, l'effet Mozart en tant que tel n'a pas été vérifié. Par contre, alors il y a cette étude-là qui a été faite un peu après. Ce mec, il a donné des cours, il a fait prendre des cours, c'était 144 enfants, soit de piano, soit de chant, soit de théâtre. Et ce qu'il a observé, c'est que les enfants qui avaient pris des cours de musique, que ce soit du chant ou du piano, eh ben, donc tout le monde ils avaient grandi les enfants, c'était un an plus tard, donc ils avaient tous, ils avaient une cour de QI qui avait augmenté, mais plus vite, plus fort, plus augmenté chez les enfants qui avaient pris des cours de musique. Par contre, ceux qui avaient pris des cours de théâtre, c'est leurs compétences sociales qui avaient été améliorées. Donc c'est pas mal aussi, enfin là je suis pas en train de dire que la musique c'est mieux que tout, même si un petit peu quand même, hein, mais... mais grave. Alors comment ça peut s'expliquer ça? Comment ça peut s'expliquer? C'est parce que quand tu pratiques de la musique, en fait, tout à l'heure Théo il nous a montré un petit peu toutes les photos, tout ce que ça a activé dans le cerveau quand tu joues de la musique. C'est que ça te fait travailler comme un sport en fait, tu vois, ça te fait travailler ta coordination motrice, tes oreilles, ta coordination visuomotrice, etc. Donc ça te fait t'entraîner. Et du coup quoi? Du coup, ce qu'on observe, c'est des modifications dans le cerveau qui sont aussi bien anatomiques, il y a vraiment une plus grande quantité de matière grise, par exemple là chez les pianistes, dans la région motrice dédiée aux mains, mais aussi ça coordonne, il y a plein de réseaux qui sont mis en jeu en
fait, que ce soit le langage, que ce soit moteur, l'attention, la mémoire, tout ça. Et ce qui est intéressant vraiment, c'est que tous ces modules qui sont mis en connexion de façon répétée, ben, ça va développer les routes entre les différentes régions. Et ça, en fait, c'est des réseaux qui ne sont pas spécifiques de la musique et qui vont pouvoir être utilisés plus tard dans plein d'autres activités, comme dans les tests de QI, des expériences précises. Et ça marche aussi avec quand on pratique la musique, mais aussi quand on l'écoute, comme vous le disiez tout à l'heure Théo, ça va stimuler le cortex moteur, vous allez vous mettre à danser, ou alors même si vous ne dansez pas, ça vous donne l'idée de danser. Et ça peut être... Alors voilà. La question, c'est une fois qu'on a observé tout ça, on se dit, mais attends, tous les gens qui ont un problème, qui ont des problèmes moteurs, qui ont des problèmes de langage, qui ont des problèmes de mémoire, tout ça, est-ce qu'on ne pourrait pas les aider avec la musique? Et parce que ça, c'est des choses qui se font depuis longtemps, mais le problème maintenant, c'est qu'on essaye de le vérifier scientifiquement, en fait. Et c'est là où, bon, ça pose quelques problèmes. Alors, je vais vous présenter ce monsieur qui a fait des recherches qui s'appelle... Je peux mettre la vidéo, s'il te plaît. Donc, il s'appelle Masaru Emoto. Mais, la mémoire de l'eau, c'est un peu pompeux comme titre. En fait, l'idée... c'est que c'est pareil, c'est le postulat selon lequel, comme les humains sont constitués à 70% d'eau, en fait, si tu réussis à avoir un impact sur l'eau, tu peux avoir une emprise sur l'être humain aussi, quoi. Donc lui, son étude, elle a vraiment visé, donc lui, s'est intéressé à la cristallisation de l'eau. Il passe par plusieurs trucs là, il leur dit des mots. Voilà, là il dit je vais te tuer. La cristallisation, elle est un peu dégueulasse, ça ressemble à rien par rapport à quand il lui dit merci. Là c'est plus joli, c'est plus harmonieux et tout. Et il va faire ça, ce qui est intéressant, voilà, là il fait écouter de musique il est tout désorganisé. Non mais voilà, tu vois, c'est quand même assez magique. Là on s'appelle la symphonie de Beethoven, par contre c'est magnifique. Et imagine-le, alors ça c'est peut-être parce qu'il est accordé en 432, je sais pas. La symphonie de Mozart, enfin voilà, ce mec a montré donc que quand on faisait écouter de la musique à de l'eau, ça faisait des choses vraiment magnifiques. Alors là, la prière, il a fait avec des prières, avant la prière, après la prière, vous voyez, c'est un peu plus joli. Et voilà, du coup... C'était une blague en fait. On montre exactement les mêmes images et la même vidéo, mais avec pas les mêmes sous-titres. Et avec le côté 432 et le côté 432. Vous m'avez cru? Tu m'as cru, t'as eu peur? Moi aussi. Tu m'as pas cru, non? Alors c'est quand même pour la figure de rappel pour rappeler qu'on est sur les sceptiques et qu'il ne faut pas croire ce qu'on vous dit et que moi franchement j'ai une compétence extrêmement limitée et du coup en plus comme je suis extrêmement biaisée, moi j'adore la musique, je vais m'en servir plus tard dans ma pratique donc psychomotricienne. Donc du coup, effectivement, j'ai lu des trucs, je vous présente ce qui m'a plu, j'ai pas eu le temps de tout lire, c'est la blagounette, il faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Emoto, il faut surtout pas le croire, je vais pas le débunker ici, j'ai pas le temps. Voilà, alors là, donc je voudrais quand même essayer de voir vite fait. Maintenant... Placebo. Et voir vite fait, donc maintenant qu'on a vu quand même des bienfaits de la musique sur nous, à quel point ça pouvait quand même vraiment venir titiller comme ça des trucs profondément enfouis en nous. Qu'est-ce qu'on peut en faire dans la santé? Alors le problème, donc il y a des gens qui font de la musicothérapie et tout. Qu'est-ce que ça veut dire la musicothérapie? Je sais pas trop. De la même manière que je sais pas trop, enfin moi je suis en formation de psychomote, je sais pas trop ce que ça veut dire la psychomotricité. En fait, du moment où tu vas utiliser de la musique de n'importe comment, t'as de la musique, t'as un patient, tu fais de la musicothérapie, donc comment tu fais pour évaluer un truc spécifiquement alors que c'est si large? Et puis surtout, enfin, pour évaluer par exemple un médicament, tu vas prendre comme ça des gens, tu vas leur faire tester le médicament et puis tu vas en prendre au hasard, tu vas leur faire tester avec un placebo et puis tu vas comparer ensuite pour voir quels sont les effets spécifiques du médicament et qu'est-ce qui relève du placebo. Et puis ensuite tu leur fais prendre le médicament double aveugle. Il n'y a ni le patient ni l'expérimentateur qui savent ce qu'ils donnent, ce qu'ils sont en train de tester. Mais alors dans le paramédical c'est vachement dur en fait. Enfin, là je le vois bien moi, dans ma formation de psychomotricienne. Enfin, comment tu le fais pour déjà faire un placebo?
pour faire... Et puis comment tu fais pour faire un truc en double aveugle, quoi? Comment tu fais pour dire, bah tiens, moi je vais te faire de la musicothérapie, mais je sais pas que je suis en train de te faire de la musicothérapie, et puis bah moi je reçois de la musicothérapie, mais bon, j'entends pas la musique, je sais pas trop, enfin de la fausse musicothérapie, c'est vraiment difficile. Du coup, c'est difficile d'obtenir des trucs un peu, de faire des protocoles un peu rigoureux. Et vraiment, bon alors, c'est vrai que... quoi. J'ai lu deux, trois trucs vite fait, encore une fois, j'ai parcouru les trucs, j'ai pas pu m'y pencher vraiment sérieusement, mais j'ai lu, genre, avant-hier, je lisais une méta-analyse sur la dyslexie, l'effet de la musicothérapie sur la dyslexie, mais les mecs, ils ont passé en revue 800 études, et on n'avait pas une qui avait été faite en conditions contrôlées, randomisées, quoi. C'était... Donc, il y a plein de trucs qui se font, mais bon, bah, voilà, les trucs, ils sont pas très rigoureux. Mais le truc, quand même, qui demeure, c'est que les cliniciens, eux, ils observent quand même des effets. Je vais pas tous vous les faire là parce que ça va être. Je crois que j'ai beaucoup de temps. Les trucs les plus importants quand même. Alors avec Parkinson, c'est très visible. Les Parkinsoniens, en fait, ils ont un petit pas comme ça. Au bout d'un moment, ils ont même du mal à initier leur pas. Ils sont de plus en plus ralentis. Et là, la musique, du coup, si on a choisi le bon tempo, ça va insuffler un rythme, un mouvement, enfin ça va initier, ça va les aider à initier le mouvement, et ça c'est... chez Alzheimer aussi, sur Alzheimer, les effets c'est souvent, comme tu disais, là, avec les aphasiques, non c'est quoi dire, en orthophonie. Les patients Alzheimer, en général, souvent c'est le langage qui perd en premier, et souvent des gens comme ça qui sont vraiment très très perdus, qui parlent plus, mais tu leur fais écouter une musique d'il y a longtemps, et ils retrouvent, alors en tout cas par la chanson, ils peuvent se mettre à chanter alors qu'ils ne parlent plus. Ça peut même les aider à retrouver un peu de mémoire, même à apprendre des nouveaux trucs. Si les troubles de la conscience, quand même, ça c'est intéressant, il y a des questions qui sont vraiment cruciales. Des gens, ils sont dans le coma. Et comment tu fais pour évaluer s'ils sont dans le coma, s'ils vont se réveiller, s'ils sont dans un état végétatif fini et que il faut débrancher la machine? Ça, c'est vraiment des choses, actuellement, on a du mal quoi, à vraiment poser un diagnostic qui va nous aider à prendre la décision qui va bien quand même. C'est une décision qui engage vachement de trucs. Et alors, ce qu'on a pu observer, c'est que si tu leur fais écouter un son quelconque, en général, ils réagissent pas trop. Mais si tu leur fais écouter une musique, leur musique préférée, si possible, donc ça va aller chercher quelque chose de beaucoup plus intime chez eux, là, généralement, on a plus de réponses. Ça peut être prédictif d'un éveil, en tout cas d'une remontée dans les strates de la conscience, comme ça, et ce qui est pas rien quand même. Et ça, ils s'en servent en clinique, mais bon, c'est comme d'habitude, tu peux pas te fier juste à ça, quoi. C'est pas encore assez... Enfin, ça demande, voilà, là où est-ce que je veux en venir, c'est qu'il y a des trucs qui sont en étude, qui commencent à... Mais ça demande vraiment de faire beaucoup plus d'études plus rigoureuses, en fait. L'AVC, ouais. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. si, quand même, ça, c'est pareil, c'est important. Le fait que la musique, elle stimule vraiment, elle met en jeu plein de régions du cerveau. Si tu as subi une lésion dans ton cerveau suite à un AVC, écouter la musique, ça va te permettre de stimuler les connexions entre les différentes parties de ton cerveau et trouver d'autres routes pour récupérer des fonctionnalités que tu as pu perdre suite à l'AVC. Voilà. Et ça, je ne vais pas vous le raconter, ça, mais en gros, si le bébé, là, tu lui fais écouter, soit tu le laisses tout seul, donc il se met à stresser, et soit tu lui fais écouter une histoire, soit tu lui fais écouter de la musique, donc même dans une chanson, dans une langue qu'il ne connaît pas, et il se met à stresser plus tard que si tu lui avais fait juste raconter une histoire. Et donc, voilà, ça aide à réguler le stress. C'est une expérience sur des étudiants. Stéphanie Kalfa les a mises en situation de stress comme ça un peu, et puis ensuite elle a mesuré leur taux de cortisol cellulaire. Et ce qu'elle a observé, c'est que les étudiants ils sont là, ils stressent et tout, puis elle les met dans une cabine où soit ils entendent de la musique, soit ils n'entendent rien. Et en fait, quand ils entendent la musique, elle mesure que le taux de cortisol se met à diminuer immédiatement, alors que sinon, chez les autres, il augmente encore pendant un quart d'heure avant de redescendre. Voilà. Alors ça, là, tu me disais que c'était pas spécifique à la musique, que tu aurais pu faire ça avec n'importe quoi d'autre. Mais ça, je savais pas. Donc, dommage, en fait. Ça régule le stress, mais pas plus qu'autre chose. Bon, voilà. Voilà, écoute, j'espère que j'ai pu vous transmettre un petit peu d'enchantement. Parce que la musique, c'est magique. Il faut le prendre avec des pincettes quand même. Et puis, si vous voulez aller plus loin, il y a des bouquins qui sont super.
Ça, c'est sûr. J'ai vachement pompé tous mes trucs là-dessus. Hein. C'est les bienfaits de la musique sur le cerveau. Et puis Oliver Sacks, lui, c'est un neurologue qui, du coup, lui, il parle plus du point de vue clinique. En fait, il montre tout, la musique sous toutes ses coutures, des trucs vraiment passionnants. Des questions? Ah oui, question. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai un. Alors, en vrai, c'est pas tout à fait une question, c'est plus un ajout. Déjà, je suis super content parce que je voulais, à la fin de ta conférence, dire aux gens d'aller lire le bouquin d'Oliver Sacks, qui en plus existe en français. C'est suffisamment rare pour être souligné. Donc, Musicophilia, vous pouvez le trouver en français. Et il y a un truc qu'il faut voir et qui commence à être pris en compte dans les études de ce genre-là et qui n'a pas été suffisamment pris en compte avant, c'est que quand on parle de la musique, il n'y a pas une musique, il y a les musiques, et que les effets sont complètement différents en fonction qu'on fait entendre à une personne une musique qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas. Par exemple, justement, par rapport aux personnes dans le métro et tout, si on fait entendre une musique classique à une personne qui n'aime pas la musique classique, ça va la stresser. Si on fait entendre une musique métal à une personne qui aime la musique métal, elle va se sentir bien. Et donc du coup, le fait d'avoir ce type d'études-là, c'est ça qui rend les études randomisées et tout hyper compliqué. C'est le fait que tout le monde n'aime pas exactement les mêmes styles de musique. Et ça, justement, ça a commencé à être raisonné par rapport à cette fameuse étude dans le métro. Et sinon, c'était une très bonne conférence, je suis content. Je suis heureux d'être là. C'était pas exactement. Il y a d'autres questions là, j'ai des cartes. Pareil, c'est pas une question, désolé. Non, pour réagir à Emoto, effectivement, il y a une vidéo sur internet qui montre des étudiantes qui ont refait l'expérience en double aveugle. Je vous laisserai regarder, c'est très intéressant, notamment leur protocole. C'est des étudiantes de Grenoble, du cours de Richard Monvoisin, effectivement. Et elles ont réussi, du coup? En fait, le résultat, c'est qu'il n'y a pas plus. Il n'y a aucune conclusion suite à leur expérience. Et a priori, il n'y a rien pour affirmer ce que dit Emoto. Ce qui veut dire que, a priori, ça ne marche pas. Écoute, moi je vais quand même juste préciser un truc. Parce que pour répondre à ça, moi sur le coup des motos, vraiment j'ai fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que je me disais, oh là là, il faudrait quand même que j'aille lire un petit peu, parce qu'il a quand même fait. Il y a 2 études de lui sur PubMed quand même, tu vois, donc je me disais, il faudrait que je les lise. Mais tu vois, j'avais 150 études à côté qui étaient vachement plus passionnantes à lire. Donc j'ai fait quoi? J'étais sur le groupe Z et j'ai regardé, il y en a 10 qui avaient dit, ouais, enfin qui avaient refait des trucs et tout. Je vais les croire, eux, et puis tu vois, enfin voilà. Une autre anecdote, il y a je ne citerai pas, mais il y a une prof de psychologie qui, semble-t-il, croit en Emoto. D'accord. Donc en fait, ça arrive à tout le monde et ouais. Même au meilleur. Une autre question. Une vraie question, ça doit, parce que moi je peux faire des commentaires aussi. Hein? Allez, une vraie question. Pas de questions là-haut non plus. Pourquoi vous servez les gens? Sinon, je peux rajouter quelque chose par rapport au sujet. Allez, vas-y, rajoute. Olivier, est-ce que tu as une question? Alors, juste pour faire de la pub à Musicophilia, en fait, ce qui est très très intéressant. non, mais vu qu'il n'y a pas de questions, j'en profite. Ce qui est très intéressant, c'est que comme le mec est neurologue et que justement, il s'est retrouvé face à des personnes qui avaient des maladies liées à la musique, il a pu voir aussi comment soigner ces personnes en corrélant les choses à la musique. Et il a notamment mis en évidence des choses vraiment intéressantes sur les aires cérébrales liées à la mémoire. Et sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si on chante ces leçons, on les retient plus facilement, par exemple. Alors ça, c'est plus ou moins une pseudo-science. Ce qui se passe juste, c'est comme la mémoire, c'est l'un des trucs les plus compliqués du cerveau. Et le fait est qu'on stocke des informations dans plein de zones différentes du cerveau. Et que le vrai truc intéressant, c'est de les stocker dans le plus de zones différentes du cerveau. C'est à ça aussi que sert le trick du palais mental, en fait. C'est juste le fait de stocker les informations dans différentes zones du cerveau. Et ça, justement, Oliver Sacks en parle dans son bouquin en montrant, il y a une histoire super touchante dans ce bouquin entre un homme qui est atteint d'Alzheimer et une femme. Mais j'ai vraiment failli pleurer quand j'ai vu le truc. Où en fait il communiquait grâce à la musique parce que le mec n'avait plus aucune fonction verbale qui fonctionnait correctement, il n'avait plus aucune mémoire.
Mais c'était un pianiste entraîné hyper vénère, et du coup, leur manière de communiquer avec sa femme, c'est qu'à chaque fois qu'elle allait le voir à l'hôpital, elle ramenait des partitions, ils les déchiffraient ensemble, et c'était un moment de communication entre les deux, et l'histoire est hyper touchante. Donc je conseille vraiment de lire ce bouquin, qui en plus est traduit en français, qui transmet de très très belles choses et des choses très intéressantes. Et quand un truc sait réunir les deux, je trouve que ça mérite d'être lu. Donc il y avait une question du coup. Oui, une question. Merci à toi. Par contre, lève-toi. Là, je suis exigeant. À quoi ça sert les catalogues? Si vous voulez, on peut faire l'expérience maintenant. Bah oui, allez-y. Non, mais Si on fait ça, il n'y a pas de question. Allez, c'est parti. vous voulez pas aller voir un coup là Oui, c'est Ça, il est tard, hein. Ouais, c'est tard. C'est moi, j'ai une question. Non, vas-y, raconte. C'était trop clair. Dans les choses qu'on entend sur les effets de la musique, parfois il y a, si on est plusieurs à écouter la même musique à un certain tempo, ça va faire en sorte que... Or difference of pitch, distinctly smaller than sympathy. Vas-y, écoute, je la reconnais. Ouais, ça va pas trop d'avant. Music theory includes C'est le document d'avant, c'est la... examples of some of the music of C'est tout. C'est la conversation de Théo, ça, non? some of the steps. Ouais, je disais qu'il y a un mythe qui dit que si on est plusieurs à écouter la même musique, ça va nous faire avoir le cœur qui va battre à la même fréquence et ça va nous permettre d'être plus en empathie et ce genre de trucs. Donc je voulais savoir si tu avais trouvé des choses là-dessus. Alors la fréquence cardiaque, ouais, alors je sais pas dans quelle mesure elle peut être influencée par les tempos de la musique que tu écoutes, mais oui. D'ailleurs, alors ce qu'avait te montré, j'ai plus la référence là, mais c'est que les gens vont spontanément préférer les musiques qui se rapprochent de 72 BPM. Alors c'est le tempo qu'ils préfèrent parce que ce serait la même fréquence que ton cœur. Et du coup, mais bon, je ne sais pas plus. Et la question sur l'empathie, bah ouais, ça, je vous ai montré que cette étude-là, mais il y en avait plein d'autres. Enfin, c'est assez magnifique ce qu'ils font avec les enfants qui, du coup, sont un peu moins conditionnés que nous. Et c'est... il y en a une, il y en a plein, en fait. Mais pour le coup, ouais, ça favorise vraiment l'empathie du fait que... Alors, ça, je ne peux pas te dire l'explication de ce truc-là, mais vraiment... Il y a quelque chose, en fait, il y a plein d'études comme ça sur les... Si par exemple... Qu'est-ce que je pourrais vous sortir si par exemple, tu mets un mec comme ça, tu lui caches sa main, tu lui mets une fausse main à côté, tu vois ce truc, ton schéma corporel il est plastique en fait, si bien que tu peux au bout d'un moment croire que ta main elle est là, ou t'as un truc aussi, tu te mets à 3, tu caresses le bout du nez du gars qui est devant toi, et puis en même temps quelqu'un te caresse. Donc toi, ton cerveau, il comprend que ton nez il mesure 2 mètres, si bien qu'après quand on te dit il est où le bout de ton nez, tu auras tendance à le mettre un petit peu, peut-être pas là, mais un petit peu plus loin. Et alors je pense, alors ça c'est pur, c'est mon interprétation, moi je sais pas ce qu'ils en ont dit, mais tu vois, le bébé il est là, mais je pense que ça marcherait avec un adulte aussi, où tu es là, tu te mets à faire le même mouvement que quelqu'un, ton cerveau lui ce qu'il comprend c'est putain je bouge, je le fais bouger, mais c'est un petit peu moi en fait, tu vois, et je crois que du coup, ça pourrait être un des mécanismes qui te met en résonance avec les gens quand tu danses ensemble, c'est quand même assez furieux la capacité de la musique à mettre en phase comme ça des quantités de gens astronomiques dans le truc. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la rubber hand illusion, mais je sais plus le